2. Le mouton cubique. C'est une belle histoire, et je suis heureux que tu sois venu tout spécialement dans mon rêve pour me la raconter. Je comprends maintenant le mouton, une parole échappée dans un moment de confusion pour se donner une contenance. Il sourit. Eh oui, comme tu peux le constater, j'aurais pu demander à l'aviateur de me dessiner toute autre chose, un avion par exemple, car de fait, je dois t'avouer que mon mouton l'a singulièrement embarrassé. Embarrassé? Oui, car il ne savait pas dessiner un mouton. Mais pourtant, dans le conte, il a bien écrit qu'il t'en a dessiné un. Non, relis le passage. Il m'en a dessiné un tas, et devant la médiocrité des croquis, j'ai dû les refuser. Ah oui, je m'en souviens. De guerre lasse, il t'a dessiné une boîte en te demandant d'imaginer qu'il y avait un mouton dedans. Je l'ai sorti de la boîte sous prétexte de le laisser se dégourdir les pattes. Mais je vis bien, à son sourire entendu, que l'aviateur n'était pas dupe. Il vit tout de suite la folle envie qui m'a soudain submergé de serrer très fort dans mes bras ce bout de laine immaculé et de le couvrir de baisers. Ce que je fis immédiatement sous son regard attendri. « Mais dis-moi un peu, reprit sérieusement le petit prince, pourquoi m'as-tu posé cette question ?»« À cause de mon fils. »« Ton fils ? Raconte un peu. » Alors qu'il avait 8 ans et venait d'entrer en cours moyen, première année, sa maîtresse avait lu à sa classe ton histoire. Et pour s'assurer de sa compréhension par ses jeunes enfants, cette dernière leur avait donné comme devoir la consigne de demander à leurs parents de leur dessiner un mouton, comme l'avait fait Antoine de Saint-Exupéry pour toi. Ah bon? Et tu lui as dessiné? Non, car j'étais trop fatigué. Je ne rentre pas avant 20h30 de ma tournée, et je passe directement à table dès mon arrivée. Après le repas? Après le repas, je suis bon qu'à regarder l'émission du film du soir à la télé avant de me coucher. Alors, c'est ta femme qui a dessiné. Elle n'arrive qu'une heure avant moi. Son travail dans le sud de Paris égale 1h30 de transport matin et soir, et a juste le temps de mettre à table et réchauffer le repas surgelé. Personne n'a donc dessiné son mouton ce soir-là. Non, mais ce n'était pas très grave, parce que vu que la maîtresse avait donné un délai d'1 semaine, vous lui avez dessiné le lendemain ou le surlendemain. Non, car nous savons ni l'un ni l'autre dessiner. De plus, comme on arrive complètement crevé, vanné, à la maison tous les soirs, nous ne trouvons ni le temps ni l'énergie nécessaire pour lui coucher ce foutu mouton sur une feuille de papier. C'est votre fils qui a dû être déçu. Ah ça oui, il n'arrêtait pas de nous tanner. Jusqu'au moment où j'ai cru avoir une idée de génie pour me débarrasser de cette corvée. J'ai donné à mon fils sur les papiers et lui ai demandé de prendre sa trousse de dessin et de se le dessiner lui-même, son foutu mouton. Après pas mal de pleurs, 1 ou 2 crises, mon fils a fini par s'exécuter. C'est-à-dire qu'il a tracé, à l'instar de tout enfant de son âge, une espèce de truc cubique et infâme qui ressemble plus à un monstre préhistorique qu'à un mouton. Or, pas stupide pour dessous, très conscient de l'imperfection de son épure, et il nous l'a mis sous notre nez en plein milieu du film, un sourire malicieux en coin. « C'est vraiment ça un mouton, papa ?» fit-il malicieusement. Il s'attendait certainement qu'après un soupir ou deux, une remontrance, nous corrigerions son dessin, ou sans doute mieux, encore nous prendrions une feuille de papier blanche pour le lui dessiner effectivement. D'ailleurs, la maîtresse a demandé que ce soit les parents qui dessinent le mouton exactement comme l'aviateur l'a dessiné au petit prince, rajouta mon fils en tapant du pied. Nous nous passâmes le dessin l'un à l'autre, tout en lorgnant l'écran de la télé par-dessus, pour ne pas perdre le fil du film. Tout à coup, ma femme s'écria sur ton admiratif. « Mais c'est très bien, mon chéri, fit-elle, en minant une extase, et puis me posant le dessin sous les yeux, tout en me faisant un clin d'œil. « Comme c'est mignon, repris-je de concert, comme c'est bien vu. Tu vois, tu y arrives très bien, renchérit ma femme. Picasso, dans sa période cubique, n'aurait pas fait mieux. Il se faisait 6 mètres, concluai-je. Réaction du gamin. La référence à ce peintre
qui est passé à la télé acheva d'emporter son adhésion. Tant il était vrai que son dessin paraissait aussi bizarre que celui de Demoiselle d'Avignon ou de Guernica qu'il avait vu saluer et commenter dans la télé. Ravi et fier de se voir comparé à ce génie, il a conservé toute la soirée son chef-d'œuvre, n'arrêtant pas de le regarder à dérober. Et quand ma femme est allée le coucher, il a absolument tenu à l'emporter avec lui dans son lit. Mais le petit prince répondit par un visage grave à ma mine réjouie, assez content que j'étais de l'élégance avec laquelle ma femme et moi, nous nous étions débarrassés d'une corvée en vendant à notre fils son propre dessin comme l'égal d'un Picasso de la période cubique de ce peintre. Nous avons fait quelque chose de mal, fis-je ? Pour toute réponse, le petit prince laissa échapper un long soupir, tandis que très affectueusement, il entreprit de réajuster de sa petite main une mèche de cheveux sur mon front, tout en récitant lentement sur un ton monocorde. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis sortant son mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Qu'est-ce que tu dis ? C'est ce que j'ai fait lorsque l'aviateur m'a remis le dessin, et c'est la phrase même qu'il a écrite et que je te cite de mémoire. Et pourquoi me la citer ? Parce que c'est sur cette phrase que la maîtresse d'école de ton fils a terminé l'extrait qu'elle a lu à ses élèves. Et alors ? Eh bien, ton fils, comme tous les bambins de son âge, a voulu jouer au Petit Prince. Il a, pour ce faire, emporté le dessin dans son lit, et une fois la porte de sa chambre fermée, il a allumé sa lampe torche et a voulu, en s'identifiant à moi, se plonger dans la contemplation de son trésor. Il se tut, baissa les yeux et reprit sur un ton grave. Et alors, il a mis son dessin sous ses yeux, l'a regardé avec intensité et mentalement, il a dupliqué en tout un troupeau. Un gentil troupeau qu'il a joliment parqué dans la clairière de son rêve, en tout point semblable à celle entrevue dans la mélodie du bonheur de la télé, où coulée est une claire fontaine. Il a même imaginé un gentil chien de berger à l'image de Belle dans Belle et Sébastien de la télé. Pour le garder, il a imaginé même un gentil chien de berger à l'image de Belle dans Belle et Sébastien, entre parenthèses de la télé, pour le garder. Puis, épuisé par cet intense effort de concentration, il s'est endormi près de la fontaine. Belle couchée à ses pieds. Il est tout fier d'être le berger d'un merveilleux troupeau de bons et gentils moutons qu'il garde pour son papa et sa maman sous les étoiles. Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi le petit prince s'est chichement contenté d'un seul mouton, alors qu'il est si facile de se fabriquer un si joli petit troupeau. Il ne pouvait se douter de ton aversion des moutons. Des moutons en troupeau, rectifia le petit prince, qui reprit le fil de son récit. Qu'il est doux et frais ce matin, et qui est délicat se réveille à la douce musique que fait l'eau cristalline en tombant dans son bassin de pierre. N'est-ce d'ailleurs pas déjà les bêlements des moutons que j'entends là ? N'est-ce pas la langue du chien qui me réveille et dont je sens la caresse humide sur ma joue ? Puis il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux sur des moutons aux mâchoires tellement proéminentes qu'ils ont déjà mangé le chien. Et en place de laine, ils ont une espèce de fil de fer grossier qu'on ne peut caresser sans écorchure. Ils fixent tous de leurs yeux exorbités leur petit créateur avec un reprochement muet au fond de leurs pupilles. « Pourquoi m'as-tu fait une patte plus longue que les autres ?» dit le premier. « Pourquoi m'avoir dessiné un corps si anguleux ? Je ne sais, je ne puis enlacer ma compagne sans lui briser les os, dit un second. Tu m'as dessiné un cou trop court et des jambes raides. Je ne puis atteindre l'herbe au sol avec ma bouche et je vais mourir de faim, dit le troisième.
Pourquoi nous avoir fait une laine si dure et si noire? Une puce s'est logée dedans et me sue jusqu'au sang, sans que je parvienne à l'écraser, dit le quatrième. On a bien mangé le chien hier, disent en deux chœurs le cinquième, le sixième, septième et dernier mouton. Ça va pour l'instant. Mais si d'ici demain, tu nous donnes pas, mais si d'ici demain, tu ne nous en donnes pas un autre, c'est toi qui y passeras. Ton enfant ton enfant, interloqué, ne peut que reculer devant leur air menaçant, et en vient à buter avec un cri d'horreur sur les restes sanguinolents du chien qui le font trébucher. Pressé de toutes les parts par ses moutons, nés de son inexpérience du dessin, à la laine sèche et dure comme du sarment de vigne, aux yeux exorbités de couleurs crues et dures, et surtout aux dents pointues aux dents pointues de carnassier. Il ne peut qu'essayer de balbutier quelques excuses. Je n'ai que 8 ans, et je ne puis encore dessiner comme un grand. Pardonnez mon inexpérience. Mais les moutons n'en ont cure. Ils ont pris autonomie et indépendance en prenant vie. Ils sont furieux d'avoir été dessinés avec un goût trop court, des pattes inégales et raides, et ils ne feraient qu'une bouchée de leur créateur s'ils n'avaient pas encore besoin de lui pour subsister. À quoi as-tu donc rêvé, lui demandiez-vous, de concert assez inquiet. Mais votre enfant, tout à sa terreur, ne pouvait que trembler et transpirer et pleurer. Vous aviez beau le serrer dans vos bras, tout en tentant de le persuader de ce que ces monstres qui le terrorisaient n'existaient que dans son imagination et qu'il ne faut pas y prêter attention, rien n'y faisait. Vous restiez avec lui alors le temps qu'il s'endorme et vous l'autorisiez même de temps en temps à venir dormir avec vous dans votre lit. Devant la persistance de ces crises, vous l'avez présenté à un psychiatre qui a, après 4 séances, avoué son impuissance à le faire parler de son cauchemar. Dès qu'il l'invoque, il se met à trembler comme une feuille et claque des dents. Peut-être parviendra-t-il, dans 1 an ou 2, à décrire la vision qui le terrorise tant. Mais en attendant, donnez-lui ceci. Ceci était un puissant calmant. Ça l'assommera un peu, mais surtout, ça le fera dormir d'un trait sans rêve. Je dois dire que ce produit a apporté le calme à défaut de sérénité à notre fils. Grâce à lui, fini les yeux cernés du matin et cette fatigue chronique qui traînait toute la journée. Et ça a marché? Très bien. Il a été guéri en 6 mois. Nous avons pu supprimer le calmant. Il a cessé de faire ses affreux cauchemars d'un coup du jour au lendemain. Et vous avez naturellement pensé qu'il était guéri, coupa le petit prince. Oui. Mais sachez que de fait, une nuit d'angoisse et de désespoir lui ont donné assez d'énergie, l'énergie du désespoir, comme on dit, pour trouver en lui la force de se dresser contre son oppresseur. « J'en ai assez de tes brimades, grogna ton fils, à l'adresse de son monstre, tout en se reculant prudemment, tout au fond du plus profond des trous de la clairière de son rêve. Et quels que soient les griefs que tu nourris contre moi, sache que je ne suis pas responsable de la monstruosité. Je ne suis pas responsable de ta monstruosité. On m'a trompé lorsque je t'ai dessiné en louant à tort la qualité de mon épure. Et c'est en toute bonne foi que je t'ai donné une si lamentable existence. Mais cette fois-ci, au lieu de pousser un hurlement terrible et de se mettre à fouiller le sol de toute la rage des griffes d'acier de ses pattes pour l'extirper du fond de son trou et le massacrer pour la 100 millième fois, le dernier mouton cubique, le plus fort, le plus vaillant, ou tout simplement le plus cruel de tous, celui qui a réussi à dévorer tous ses compagnons et qui règne depuis en maître absolu sur la clairière, s'assoit tranquillement sur une grosse pierre et se met à lui répondre presque poliment. « Mais que veux-tu que je fasse maintenant que j'existe de ma vie? Ce n'est pas ma faute non plus si je suis méchant et féroce,
car je suis tel que tu m'as fait. Mes dents acérées et ne pouvant moudre l'herbe, je suis obligé de me rabattre sur la viande. Et la toison fil de fer que tu m'as dessinée permet à la puce et à la tique de me torturer de leur lancinante piqûre. Et comment être de bonne humeur quand on souffre en permanence de telles démangeaisons? Aussi, bien qu'il pourrait aisément n'en faire comme toutes les autres fois qu'une bouchée, le monstre épargne cette fois-ci le jeune garçon. S'il épargne, c'est bien entendu ni par charité et encore moins par grandeur d'âme. Premièrement, parce qu'il est le seul à pouvoir lui apporter chaque jour, chaque soir, un chien à manger, le plus gros et le plus gras possible. Et entre parenthèses, et comme ils dessinent de mieux en mieux, ils sont aussi de plus en plus tendres et savoureux. Fermez la parenthèse. Mais aussi, secondement, parce que tout monstre qu'il est, il crève d'ennui maintenant qu'il a fait le vide autour de lui, tout seul dans cette clairière, avec personne à qui parler ou avec qui se disputer. Aussi, maintenant, ne le voit-on pas nettoyer avec soin les reliefs de ses repas, laver les traces de sang sur son museau et enterrer soigneusement la carcasse du dernier chien dévoré pour éviter de terroriser ton enfant? Et de fil en aiguille, il se noue entre eux une espèce de collaboration contre une nuit tranquille, exempte de réveils brutaux, de suées, de terreur et de pipi au lit. Ton gamin lui raconte ses journées, lui fait part de ses problèmes et lui brosse avec fidélité le tableau de ses tracas journaliers. Mais, quand dans son récit, il énumère en pleurant les brimades multiples et diverses que lui font subir Riri, Rachid, Stéphane et Laurent, ses copains de CME, qui le raquettent à longueur de semaine, se moquent de lui et lui flanquent raclée sur raclée. Le mouton cubique se sent des larmes couler le long de son crin métallique. Mais, s'interrompt soudain ton fils, voyant que le mouton cubique pleurait. « Est-ce que je rêve? Ne voilà-t-il pas que tu pleures, mouton ?»« Ah, c'est de joie, mon petit. Ah, qu'il est beau ton monde. Mais ce n'est pas vrai. Serais-tu en train de rire des misères que l'on me fait? » « Excuse-moi, se reprit le mouton, soudain conscient de sa gaffe. De la peine, j'en ai aussi, bien entendu. Et si tu savais comme j'enrage de ne pouvoir t'aider. Ah, si seulement je pouvais m'échapper de cette clairière et faire un petit tour dans ton monde réel, j'en ferais de la chair à pâté de ces 4 garnements. Mais si, tu peux, répliqua soudain ton rejeton, soudain très intéressé par la proposition du monstre. « Mais comment donc ?» demanda ce dernier. « Tu resterais caché dans mon rêve, sauf que je le prolongerai bien au-delà de mon réveil. »« Mais on ne peut se réveiller et rêver en même temps, » s'enquit le mouton quelque peu inquiet. « Ce n'est pas parce que l'on ouvre les yeux et que l'on se lève que l'on ne continue pas à rêver. »« C'est possible ça ?» fit-il soudain, alléché. « Oui, tous les enfants le pratiquent. Il suffit de se dire « on dirait que je suis » en évoquant très fort ce qu'on voudrait être. En l'espèce, il me suffirait de dire « on dirait que je suis le monstre qui hante mon rêve. » « Et tu crois que ça suffira ?» demanda le mouton intrigué. Il est vrai qu'ayant été dessiné de toutes pièces adulte, le mouton cubique n'a jamais été un enfant. Il ne peut, en conséquence, soupçonner à quel point l'imagination enfantine est sans limite. « Par exemple, reprit ton fils, je me dis, si on disait que je suis un alpiniste qui marche sur le bord d'une falaise dont la pique fait 10 000 mètres de haut, eh bien pour moi, et moi seulement, presque instantanément, le bord du trottoir sur lequel je marche se mue en mon esprit en sommet de falaise de 10 000 mètres de haut. » « Ah bon, fit le mouton. Et si, je dis encore, si on disait que Grand Goussac m'a retrouvé et me barre le passage. Instantanément, le piéton qui approche tranquillement
quoique mu d'un pas vif, devient immédiatement le redoutable Grand Goussac, ennemi de notre lignée et super-héros galactique, depuis que nous sommes échappés de la planète Alpha juste avant son explosion. Non, fit le mouton. Et qui, justement, croyant que je ne l'ai pas repéré sous son déguisement terrien, veut saisir cette occasion inespérée où il va pouvoir me frôler pour me précipiter dans le gouffre béant que je longe. On s'y croirait, fit le mouton. Mais malgré le blizzard qui me barre le visage, le verglas qui crise tous mes pas, et ces 3 nuits passées à marcher dans cette neige molle, dans laquelle je m'enfonce jusqu'à la taille, puisant dans les dernières réserves de mon super-organisme, je parviens in extremis à esquisser d'un bond de côté la main qui, subrepticement, allait me pousser. Quelle capacité d'affabulation! Et mon ennemi, emporté par son élan, tombe dans le précipice sans fin. Eh bien, heureusement que je suis averti, qu'en fait, le bonhomme a simplement mis le pied dans le caniveau. Oui, toi, comme tout le monde, ou du moins comme toutes les grandes personnes. Mais le gamin de l'autre côté de la rue, et qui n'a pas perdu une bride de la scène, a déduit, lui, en me voyant penché au bord du caniveau, que je n'observe pas, tel brin d'herbe sèche emporté par l'eau du courante, ou telle fourmi luttant contre la noyade. Il appréciera en connaisseur le sourire qui illumine mon visage et communiera à ma jubilation. Il accompagnera du regard, tout comme moi, la longue et vertigineuse chute de l'ennemi héréditaire de notre race. Il le suivra tout au long de sa descente jusqu'à ce qu'il ne soit devenu qu'un point hurlant, loin, là-bas, tout en bas. Et pour en revenir à notre affaire, coupable le mouton cubique. Très simple, je me dirai toi, et tu vivras en moi. Et toi, que deviendras-tu alors? Moi, je resterai dans la clairière fraîche et ombragée, à attendre ton retour demain soir. Tu me raconteras comment tu les as claqués quand tu rentreras. C'est-à-dire quand tu dormiras. C'est papa et maman qui vont être surpris de me voir me coucher si tôt. Oh, ne compte pas là-dessus. Je me coucherai que lorsque j'aurai envie. Tu n'auras qu'à regarder la télévision ou te passer les cassettes. Mais il n'y a pas de télé. Il magnétoscope dans la clairière de notre rêve. Et comment pourrait-il y en avoir puisqu'il n'y a même pas d'électricité? Le mouton sourit moqueur. Tu n'as qu'à faire un coup de « si on disait que » pour faire apparaître de quoi ne pas t'ennuyer. Un super poste avec magnétoscope, DVD, console de jeu, etc. Pour m'attendre confortablement. L'enfant fit une moue maussade. Ne tarde pas trop quand même. Et le mouton cubique de se glisser d'autorité dès le lendemain matin et avec toute la rage dont il est capable dans la peau de ton enfant. Aussi est-ce ta femme d'être étonnée au réveil de ton fils. Son enfant, d'ordinaire si affectueux, ne la gratifia ce matin-là que de l'aller-retour de 2 bises sèches, suivies d'une volte-face nerveuse lorsqu'elle voulut l'enlacer. « Mais qu'est-ce que tu as » Son homme se retourna sèchement. « Mais rien !»« Non, ce n'est rien, mon chéri. Pars vite à l'école, tu vas être en retard. » Elle poussa un soupir de dépit, haussa les épaules, en laissant échapper en forme d'excuse, un peu comme si elle se parlait à elle-même. Seigneur, que les enfants grandissent vite de nos jours. Elle ramassa le beurre et le jus d'orange pour les ranger dans le réfrigérateur, sans remarquer la disparition du couteau à découper les surgelés. Un engin qui fait tout de même près de 40 cm de long et est doté d'une poignée en plastique moulé que l'on habille en main. De plus, il était réversible, c'est à glace sur le dessus, entre parenthèses, c'est-à-dire doté de dents crénelées d'1,5 cm de profondeur, hérissées de cannelures acérées propres à entamer
et débiter sans effort la glace la plus dure. Fermez la parenthèse. Et couteau cranté sur le dessous. Il se terminait par une espèce de fourche à deux dents. Il était si tranchant d'usine qu'on pouvait se couper sérieusement en le saisissant simplement par la lame. Aussi ces dernières étaient-elles confinées dans un étui de carton dur dont seul le manche dépassait. Les parents avaient d'ailleurs soigneusement conservé et même renforcé au moyen d'adhésifs d'emballage cet étui qui recouvrait toujours la lame de cet ustensile. Il était d'ordinaire pendu à un clou au fond d'un angle du plan de travail, théoriquement hors de portée de la main des enfants. Prestement, il le glissa en oblique dans le sac à dos qui lui servait de cartable, tout en prenant bien soin de laisser sortir le talon du manche de plastique. Il pouvait ainsi le tirer facilement de son sac en balançant le bras par-dessus sa nuque. Riri, Rachid et Laurent, Stéphane, justement l'attendaient devant l'école Janzé de Bondy. C'est qu'il leur devait encore 400 € sur les 600 réclamés il y a 15 jours. Et comme ça traînait, Rachid, qui justement n'avait pas cours ce jour-là, avait amené l'équipe pour l'impressionner. Quand le monstre l'aperçut, il s'arrêta net. « Nom de Dieu, un chien !» s'exclama gourmand dans le regard. « Ce n'est pas un chien !» fit Riri. « Le plus fort et le plus dangereux des pits !» surenchérit Stéphane. 600 kilos de pression dans la mâchoire, remarqua Laurent. Mais il n'en avait apparemment cure. De point, le monstre ensalivait déjà de ce jeune toutou bien dodu et tout grassouillé. Au regard froid et déterminé de la bête, qui déjà tirait sur sa laisse, il répondit par un regard encore plus froid et plus déterminé. De ce regard de nounours, absolument vide, inexpressif au possible, de point, le regard du prédateur qui signifie immédiatement qu'il le subit, qu'il a cessé d'être un être, qui n'est plus qu'une chose, un déjeuner sur pattes. Et ainsi jeune et si beau toutou, ça se mange sans fin. J'ai votre fric, mais je voudrais vous le remettre discrètement, fit-il en haussant, fit-il faussement conciliant. Je répète, j'ai votre fric, mais je voudrais vous le remettre discrètement, fit-il faussement conciliant. Tout nous suit dans le terrain de foot. D'accord. Le terrain de foot est aménagé en bordure d'un terrain vague, 200 mètres plus loin. C'est un peu vallonné et les jeunes s'y retrouvent volontiers pour taper le ballon. Mais le matin, vers 8 heures, c'était plutôt désert. Chemin faisant, subrepticement, il vérifia que la lame du coutelas coulissait bien dans son étui de carton plastifié. Il le pinçait de sa main gauche par le bras à travers la toile de son sac, en faisant passer son bras dans le dos, le long de sa taille, tandis que le droit basculait au-dessus de sa nuque. Exerçait ici de petites tirades sur le manche et faisait jouer la lame, car la réussite de son plan dépendait étroitement de la rapidité avec laquelle il pourrait dégainer. « Qu'est-ce que tu fous » fit Rachid, intrigué par son manège. « Ça me gratte » s'excusa-t-il. On était cependant arrivé au centre d'une espèce de petite cuvette où se rejoignaient 3 sentiers. Les jeunes avaient pris l'habitude de s'y tenir pour effectuer leur petit trafic. Des herbes folles les cachaient idéalement à la vue des fenêtres des HLM voisines. « Bon, maintenant, file-nous le fric, fit Riri. « Le voilà, répondit le monstre, tout en tirant de sa poche. Le voilà, fit-il, tout en tirant de la poche de son polo un billet de 200 € chiffonné en boule qui tendit à Rachid. Et comme ce dernier avançait la main pour le saisir, il le laissa rouler à terre, comme malencontreusement. Rachid jura et se baissa pour ramasser. « Fais gaffe, Rachid !» hurla soudain Laurent.
Ce dernier eut tout juste le temps d'entrevoir le flash de la lame de la scie à glace maniée à deux mains par le gamin. Il eut juste le temps de se jeter en arrière, tout en poussant un cri perçant, en saisissant de sa main gauche son poignet droit. Bien que le gamin visât carrément à carotide, il n'avait pu planter les crocs de sa redoutable lame que dans l'avant-bras de Rachid. Puis, en tirant d'un coup sec, il avait crédité d'une balafre assez spectaculaire. Ça saignait vraiment beaucoup. Le temps que les trois autres reviennent avec de leur stupeur, le gamin était déjà sur le chien, auquel il fit une magnifique entaille à l'épaule. Comme pour Rachid, il visait encore la gorge, mais bien heureusement pour lui, le pis, lui aussi, avait bougé. « Mais il est malade, ce mec !» firent-ils en chœur, en reculant précipitamment pour se mettre à l'abri des terribles moulinets faits par ce démon de 8 ans qui fonçait sur eux avec une incroyable détermination. « Mais c'est qu'on dirait que ce salaud en veut vraiment notre peau !» cria Stéphane en s'écartant du trio pour faire diversion. De fait, le gamin marqua une pause. 3 d'un côté plus le chien, et un seul de l'autre. Il n'y avait pas à hésiter. Il fonça de toute la vitesse dont étaient capables ses petites jambes sur les 3 amis et le chien. Riri essaya bien de les protéger tous au moyen du chien qu'il tenait en laisse. Ce dernier, malgré sa blessure, se dressait en grognant furieusement sur ses pas de derrière pour saisir le monstre à la gorge. Mais c'était sans compter avec ses réflexes. Il se laissa brutalement tomber sur les fesses au moment précis où Riri lâcha la laisse. Les puissantes mâchoires du pis claquèrent dans le vide, tandis que le môme, par-dessous, lui plantait 30 cm de lame en plein poitrail. À tête en plein cœur, la bête mourut presque sur le coup, dans un grand tremblement nerveux qui lui traversa tout le corps. Leur chien mort, les 4 amis prirent leurs jambes à leur cou. Riri et Laurent se réfugièrent avec Rachid chez le pharmacien qui appela immédiatement le SAMU après avoir tenté tant bien que mal de réduire l'hémorragie au moyen d'un pansement compressif. Entre-temps, Stéphane arriva. Il était livide et marchait comme un automate. Il faillit trébucher sur le bord du trottoir et prit Riri par la main qu'il serra très fort. « Ça va ?» fit Riri effrayé par le teint livide de son ami. « Ça va ?» demanda également le médecin du SAMU qui venait d'embarquer Rachid. Stéphane répondit d'un geste que ça allait, puis s'assit sur le bord du trottoir, le regard dans le vague. Une fois l'équipe médicale partie, emportant Rachid aux urgences de l'hôpital, Riri s'accroupit face à lui et tout en le secouant. « Mais qu'est-ce que tu as, Stéphane? Tu es pâle comme un linge. On dirait que tu as vu la mort. » « Ah, ça tu peux le dire, répondit-il, du tac au tac, en réprimant un claquement de dents. Puis tout en redressant son buste, comme pour se donner une contenance. « Adrien est un vampire. »« Un vampire? Où es-tu allé chercher cela? Tu sais bien que les vampires, ça n'existe qu'au cinéma. Ou à la télévision, enchirait Laurent. Je n'ai tout de même pas rêvé quand je l'ai vu. Mais quoi? Firent simultanément Riri et Laurent. J'ai vu Adrien s'agenouiller et sucer le sang du chien, à même ses blessures. Entre-temps, le monstre, assez convenablement crotté, du sang de ses victimes, s'en était retourné chez lui. Pas question de se pointer à l'école dans cet état. Aussi profiter de l'absence de son papa et de sa maman d'adoption pour se changer après avoir jeté dans le vide ordures jeans, veste et basket. Une douche pour laver les projections de sang sur sa peau. Épuisé par les efforts fournis par la digestion du sang qu'il avait sucé, il se laissa glisser avec volupté dans l'autre monde, celui du sommeil. Il retrouva la clairière ombragée, la source d'eau fraîche, le chant de l'oiseau et ce parfum frais et musqué que dégagent ces papiers de toilette bleus, jaunes, verts et roses qu'affectionne particulièrement sa mère. « Ah, te voilà enfin !»
fit ton fils qui l'attendait avec impatience. Tu t'es ennuyé? Un peu tout de même. Mais tu avais pourtant le si on disait que de télé et de console ADSL que je t'ai laissé. Heureusement que je les avais. Mais comme nous sommes lundi, il n'y a que des programmes pour grandes personnes l'après-midi à la télé. Mais regarde un peu ce que je t'ai apporté, fit le mouton, en désignant la grosse valise qu'il tenait à la main. C'est quoi ça? Regarde un peu, fit le mouton, tout en la posant sur l'herbe et l'ouvrant. Chic, fit l'enfant. Un tas de cassettes vidéo plus des CD de jeux. 5 DVD de dessins animés en long métrage, reprit le mouton. De Walt Disney en plus. Plus tous les DVD de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Plus les tout derniers jeux en DVD de la PlayStation 4 de Sony, détailla le mouton. Il laissa un moment l'enfant vider le contenu de la valise et aligner les cassettes devant le magnétophone. Mais il n'y a rien pour le lecteur DVD. Tu as un DVD? Oui, je me suis fait un petit coup de si on disait que ce matin. Si on disait que j'avais un DVD. Je ne pouvais pas deviner. Mais comme maintenant je le sais, je t'apporterai les enregistrements pour ce type d'appareil. Mais il va falloir un sacré bout de temps pour voir tout cela. Oh, on dira que tu as tout le temps. Mais l'école, fit ton fils. Oh, je te remplacerai, mais personne ne s'en apercevra. Puis avisant la présence au sein de la clairière de restaurant McDonald's, complet avec comme serveur le clown Ronald McDonald en personne. On dirait que tu t'es pas limité au DVD, tu l'as drôlement fait marcher le si on disait que, résuma le mouton. Oh oui, répondit l'enfant, comme je m'ennuyais, je me suis offert tout ce dont j'ai toujours rêvé. Effectivement, on se crée en plein rêve, fit le mouton, en avisant la présence autour du McDo de pratiquement tout un parc d'attractions. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé avec les 4 Lascars auxquels je devais remettre 200 € au plus tard aujourd'hui, demanda ton enfant, tout en se calant dans l'angle du grand canapé de cuir qui remplaçait désormais le rocher inconfortable et froid sur lequel il avait coutume de s'asseoir chaque soir. Le mouton s'installa face à lui dans un fauteuil, accepta le panier repas fourni par Ronald McDonald en personne. Tiens, remarque-t-il, pourquoi un petit Coca-Cola de 25 centilitres? Pourquoi, tant qu'on y est, ne pas se payer du si on disait que Coca géant 80 centilitres? Ben parce que j'ai bien peur d'un pipi au lit qui ne soit pas du si on disait que, remarqua-t-on, fit ton fils. Alors, comme je suis inquiet, sujet à ses commandités, je me surveille un peu. Je reprends. Ben parce que j'ai bien peur d'un pipi au lit qui ne soit pas du si on disait que. Alors, comme je suis sujet à ces incommodités, je me surveille un peu, répondit ton fils. Le mouton fut ravi de raconter à l'enfant le détail de leur affrontement. L'enfant lui écoutait bouche bée, et quand il eut terminé son récit, « Mais ce n'est tout de même pas nécessaire d'essayer de tuer Rachid. Te rends-tu compte que, s'il avait bougé, tu tranchais aussi sec la carotide? Oui, je sais, mais rassure-toi, la prochaine fois j'anticiperai, et je te garantis que je ne la louperai pas. Ah ça, je te l'interdis bien. L'égratigner, d'accord, mais le tuer? Comprends-tu tout de même que si je leur en veux tout de même pas à mort? Peut-être que j'aurais dû laisser leur gentil chien mordiller un peu tes petites fesses. Pour sûr, tu aurais voulu leur mort. En attendant, je te signale très aimablement que personne n'est trépassé, sinon de peur. Je n'ai tué que le chien. Et tu l'as dévoré? Avec tes dents? Absolument impossible. J'ai dû me contenter de lui sucer le sang. Et comme l'enfant afficha une moue de contrariété, « Tu en fais des histoires, répondit le monstre, alors que tu étais dans ton droit. Car ce sont eux qui étaient les agresseurs. Ils t'ont battu à de multiples reprises et même tailladé plus d'une fois les fesses
lorsque j'eus tardé à satisfaire leurs demandes. Le môme commença en effet à se dire que, tout compte fait, il s'était un peu emballé et que le monstre avait raison. Mais que pourrais-je faire s'ils veulent se venger demain? Tu ne peux tout de même pas être tout le temps présent dans mon corps. Et pourquoi pas, répondit le monstre. Je puis continuer à te remplacer dans le monde réel et personne ne s'apercevra de ton absence. Cette idée plut à l'enfant. Un grand sourire illumina soudain son visage. Il venait de réaliser qu'au fond, ce n'était pas si mal d'avoir trouvé quelqu'un pour faire hier à sa place ce qu'il était si désagréable de faire dans sa vie quotidienne. Savoir, se lever à 6h30 chaque matin, se laver, s'habiller, suivre les cours, faire ses devoirs, etc. Tu continueras donc à me remplacer? Oui, comme aujourd'hui. Et je ne viendrai te retrouver dans ton rêve que pendant le sommeil de ton corps. Et quel serait ton intérêt? Je suis ébloui de toutes les choses dont regorge ton monde et que j'ai soif de découvrir. Je suis d'ailleurs impatient de retourner, conclut le mouton. Un bon point pour moi, répliqua aussitôt le gamin. On dirait que tu es piégé. Le mouton acquiesça d'un sourire que l'enfant lui rendit de manière quelque peu ironique. Comme s'il pouvait y avoir dans cette tragédie matière à sourire, car en fin de compte, c'était bien l'enfant qui était piégé. Après la séparation, il y eut comme un grand vide en son cœur. Il resta un long moment pensif devant le ruisseau, la tête entre les mains. Puis tout en se levant, il se dit que c'était bien mieux ainsi. Il a donc renoncé définitivement à reprendre possession de son corps? Au début, il s'était fait à l'idée qu'il le reprendrait quand il le voudrait. Et il a bien essayé une fois, mais ça ne s'est pas exactement bien passé. L'autre a refusé? Non, et d'ailleurs il ne le peut pas. Mais c'est après que les problèmes sont apparus pour lui. Riri, Fifi, Rachid et Laurent ont compris très rapidement que le corps de ton fils n'était plus animé par le même esprit qu'à l'ordinaire. Aussi, après une demi-journée de battement, ils ont voulu profiter de ce qu'ils ont pris pour une faiblesse passagère pour lui faire payer très cher les 3 mois d'humiliation que leur avait fait subir. Il ne s'est pas défendu? N'est pas Mouton Cubique qui veut. Il n'a trouvé en lui ni le cran, ni la férocité nécessaire au maniement du coutelas à surgeler. Il l'a bien tiré de son fourreau, mais il n'a pas eu le courage, comme le mouton, de foncer avec détermination sur la première carotide qui passait à portée de ses moulinets. Aussi s'est-il fit piteusement désarmé et n'a dû son salut qu'une fuite éperdue. Et il s'est réfugié où? Chez toi? Où il s'est immédiatement barricadé. Le mouton l'a remplacé dès le lendemain et a repris les choses en main. Penses-tu? Ton fils l'a trouvé en train de s'éclater sur le grand 8, de se goinfrer au McDo, de surfer sur les vagues de la piscine. Et quand il lui a conté ses ennuis, il a interrompu immédiatement en lui faisant comprendre que désormais, c'était ses problèmes. Il faisait mine de découvrir les attractions du parc et ne plus vouloir les quitter. Ton fils a vécu un véritable enfer. Le jour, il ne pouvait mettre un pied hors de ton appartement, ça risquait de se faire écharper d'importance. Et la nuit, il trouvait un compagnon indifférent à sa détresse, ne pensant qu'à s'amuser. Je me souviens de cette semaine. Il était effectivement pas mal secoué et a même recommencé à faire pipi au lit. Mais finalement, le mouton, il a bien fini par la reprendre, sa dépouille. Oui, mais comme à regret. Et après que ton fils ait longuement supplié, il a, moyennant quelques égratignures, vite repris, comme on dit, les affaires en main. Et ton fils
et ton fils a été trop heureux de retrouver la quiétude de son monde factice en se promettant solennellement à lui-même que jamais, plus jamais, on le reprendrait. Mais que faire alors pour chasser de son corps l'esprit malfaisant qui l'anime? Tu y tiens tant que ça? Il n'y a pas si longtemps pourtant, tu t'accommodais bien de son attitude. Souviens-toi de la réponse que tu as servie à ton voisin quand elle t'a fait observer la passivité coupable avec laquelle tu tolères d'ordinaire l'inconduite chronique de ton fils. Mais j'en ai pris mon parti. Plutôt que de le sermonner, d'enchaîner son intelligence à ses règles de morale désuètes, ces conventions étriquées qui ont empoisonné mon enfance et bridé mon imagination, je me flatte de noter chez lui le développement de cette duplicité, cet opportunisme, ce manque total de scrupules qui m'ont tant manqué pour tirer le meilleur parti des occasions qui m'ont été données de réussir. Lui, disais-tu. Nous nous regardâmes un long moment sans rien dire, puis, très délicatement, il saisit tendrement ma grosse main et la serra affectueusement entre les paumes des siennes. Et tandis que la douce chaleur de cette étreinte se propageait le long de mon bras, il me revint petit à petit la souvenance de la douceur que me communiquait ma femme, quand, encore jeune fille, éperdument amoureuse de moi, il lui arrivait à elle aussi de me saisir ainsi la main. Puis d'une voix très douce, il me glissa. « Tu sais, je ne viens pas gratis. Je suis ici pour faire mon purgatoire. » C'est quoi le purgatoire, fis-je? Pour moi, par exemple, qui a précipité un peu plus de 1000 personnes dans les ténèbres, il m'a été donné de me racheter en retournant périodiquement sur les lieux du grand incendie que j'ai allumé à la rencontre de chacune des âmes que j'ai injustement précipitées dans les ténèbres et obtenir leur pardon. Et si tu y parviens, en somme, tu pourras entrer au paradis. Oui. Oui. Mais c'est tout de même pas dans le cas de ton rachat que tu rencontrais le renard. Le renard est un animal, et tout le monde sait qu'un animal n'a pas d'âme, et il ne peut en conséquence aller au paradis. Ne parle pas si fort, souffla le petit prince. On pourrait t'entendre. Mais qui, fis-je? Regarde un peu autour de nous, nous sommes seuls. Chut, reprit-il. Plus bas, je t'en prie. J'ai vu une mouche passer. Mais nous sommes en hiver. Il n'y a pas de mouche. C'est pas. Mais il se pourrait bien qu'un termite passe au cœur de ce barreau de bois. Un termite? Eh oui, tu sais. Il faut faire très attention quand on parle de ces choses-là. Puis Colin presse sa petite bouche au creux de mon oreille. Car vois-tu, ils sont tous persuadés de la mouche au termite, en passant par le renard et la baleine bleue, que c'est l'homme qui n'a pas d'âme, et qui en conséquence ne peut aller au paradis. Je restai un moment incrédule, ne sachant quel crédit accorder à la révélation de mon interlocuteur. « Tu plaisantes, me risquai-je. Je ne reçus que pour toute réponse qu'un merveilleux sourire. Un merveilleux sourire énigmatique. « Tu conviendras avec moi, me dit le petit prince, tout de même que vu la frénésie avec laquelle il conduit le monde à sa perte, que ça doit bien faire déjà quelque temps qu'il doit avoir perdu son âme. » Quant à ma rencontre avec cette machine à croquer que l'on nomme renard, j'ai vite observé que pour elle, le monde se divisait en deux catégories. Primo, la catégorie de ceux ou celles qui sont moins forts qu'elle, et par conséquent sont destinés à être croqués par elle. Secondo, la catégorie de ceux ou celles qui sont plus forts qu'elle et par conséquent sont destinés à la croquer, me fit observer le petit prince. Et pour cette machine, dans quelle catégorie te situais-tu? Lui demandai-je. Ce renard-là avait déjà tué et mangé un enfant. Tu as pourtant réussi à devenir son ami. Oui. De fait, je l'ai eu par surprise. Je me suis approché de lui rapidement en caressant doucement son pelage, tout en lui glissant très doucement des choses tendres à l'oreille, tandis qu'il sommeillait.
et il s'est trouvé que la douceur de mes caresses, associée au temps de filet de ma voix, est tombée à point pour combler une soif qu'il avait en lui, mais dont il ne soupçonnait pas l'existence. Une soif de tendresse. Et alors, il a succombé à mon charme, et c'est volontiers qu'il s'est laissé apprivoiser. Et tu as réussi à devenir son ami. Il resta un moment silencieux, un sourire ironique en bouche, tout en caressant la paume de ma main droite, et reprit les yeux pétillants de malice. Le petit prince. Oui, mais toi aussi tu l'as bien eu, ton renard. Mon renard? Mais de quoi parles-tu? De cet animal sur deux pattes, qui ne pense qu'à croquer ce qui est plus faible que lui, et ne respecte que ce qui est plus fort que lui, de celui qui t'a fait la proposition qui aurait pu changer ta vie, et que tu as eu la stupidité de refuser. Ça a été, il est vrai, l'erreur de ma vie, approuvai-je. Que veux-tu? Je n'avais que 25 ans, et il faut bien convenir qu'à cet âge, on n'a pas la tête bien calée sur ses épaules. Dire que je suis passé à 2 doigts de la fortune. J'aurais pu être sans problème propriétaire de la moitié des 30 restaurants McDonald's que je gère. Mais que veux-tu, quand on a 9 ans, on n'aime pas être scandalisé. Si tu savais ce que je m'en veux. Chapitre 3. Le représentant en vin est spiritueux. Chapitre 3. Le représentant en vin est spiritueux. C'est arrivé à la sortie d'une séance de cinéma. Il m'avait invité à voir Blanche-Neige, le film de Walt Disney. Et comme je lui faisais part de mon enthousiasme pour les valeurs de bonté et de justice si magistralement illustrées par ce dessin animé, il m'a proposé de nous arrêter dans un bar et d'en discuter le temps d'un chocolat. Une fois bien installé et nos chocolats servis, il m'a patiemment écouté distiller l'enthousiasme avec lequel ma sensibilité juvénile a applaudi au happy end du film. Blanche-Neige ressuscitée triomphe de la vieille sorcière qui meurt précipitée par un éclair d'orage au pied d'une falaise. Et comme je concluais par « Eh bien, on a eu chaud », il s'en est fallu d'un cheveu que la méchanceté et la laideur ne triomphent du bon et du beau. Il me répondit, tandis que je buvais une gorgée de mon chocolat. « Moi aussi, j'ai aimé ce film. Je l'ai bien revu 5 fois quand j'avais ton âge, répliqua mon oncle. Il était déjà sorti? Oui, car il date de 1936. Veux-tu que je te raconte l'histoire? Inutile, je la connais par cœur. Mais remise au goût du jour, me dit mon ombre, un sourire ironique aux lèvres. Au goût du jour? C'est quoi, au goût du jour? Tu vas voir ce que c'est le goût du jour. Il se cala dans son fauteuil, réfléchit intensément, puis avec un sourire malicieux sur les lèvres. Ça donnerait à peu près cela de nos jours. Entre parenthèses, je commencerai directement par la scène dite du miroir magique. Fermez la parenthèse. Miroir, ô miroir, dis-moi, suis-je toujours la plus belle? C'est la vieille fée c'est la fée maléfique qui s'adresse à son miroir pour savoir si c'est toujours la plus belle. Et le miroir lui répond. Tu es encore très belle, ô ma maîtresse. C'est à peine d'ailleurs si on arrive à distinguer sur tes joues irisées et dans l'éclat métallique de tes yeux l'usure de temps et tant de siècles de grande tranquille patience. Mais il semble, reprit le miroir, il semble bien que par-delà les ondes, il soit une nouvelle et jeune princesse aux yeux d'argent et à la chevelure d'or. Est-elle plus belle que moi? Oh non, ma maîtresse, bien au contraire. Mais alors, pourquoi, ô mon miroir, en fais-tu mention? Parce que, bien que moins belle et moins douce que toi, elle est courtisée par quantité de princes en soupirs. Mais sans beauté et sans douceur? Eh oui, ma maîtresse. Eut-elle alors de quelque sortilège? Oui, elle a troqué sa baguette magique
contre une licence de courtier et s'est spécialisée dans l'assurance vie. Elle joue avec dextérité du stylo et de la calculette, roule en grosse auto et couche dans des palaces. Des palaces? Oui, elle y traque le nigaud fortuné en décolleté provoquant. C'est qu'elle a le truc, elle, pour les reconnaître. Ce sont, à de très rares exceptions près, ceux-là qui prennent l'incorrection pour un trait de caractère et la médisance pour de la clairvoyance. Elle les emberlificote d'abord dans 2 ou 3 comptes bidons où ils perdront toutes leurs économies. Puis elle concoctera ensuite un petit accident propre à lui permettre de toucher la prime d'assurance qu'elle aura préalablement su asseoir sur leur tête. Mais ô miroir, ô mon miroir, comment oses-tu me comparer à cette horreur? Parce que je suis qu'un miroir, ô ma princesse. Et qu'en tant de miroir, je ne puis que refléter la réalité présente. Elle est vrai qu'en ce temps, malgré ta beauté, ta fraîcheur et la droiture de ton âme et de ton cœur, tu n'intéresses plus personne. Parce que la beauté, la fraîcheur et la droiture et l'honnêteté, ça ne rapporte bien moins que la fourberie, la dissimulation, le vol et le crime. Et la belle princesse aux yeux d'argent et à chevelure d'or correspond tout à fait à la mode de ce temps. Qu'importe sa beauté physique et à la chirurgie esthétique, et son charme fatal est d'avoir fait fortune. Son histoire terminée, il esquissa un clin d'œil, but son chocolat et posa sa tasse devant lui. Moi, je le regardais bouche bée, ne sachant quoi répondre, tout en serrant mes petits poings sur la table. De fait, j'étais furieux. Nous restâmes un long moment ainsi face à face, puis, comme il se fit insistant. « Zut, merde et crotte !» lui répondis-je, en tapant toutes mes forces sur la table de mes 2 petits poings fermés. Il afficha une mine désolée, se leva et paya nos consommations. De retour à la maison, je refusai de le revoir pendant au moins un bon mois. « Tu es resté fâché longtemps avec lui ?» me demanda le petit prince. « 1 mois environ, pas plus. Il est vrai que mon père et ma mère, auxquels j'avais fait part de l'incident, le minimisèrent, en prétendant que c'était sans doute, venant de lui, qu'une taquinerie. Pourrais-tu faire plus court, STP, et en venir à la raison pour laquelle tu refusais la proposition mirifique que t'a faite ton oncle, et qu'aurait pu faire ta fortune? On n'a pas toute la nuit, me fit observer le petit prince. Tout à coup sérieux. Alors, je m'exécutai, et après un instant de réflexion pour me remémorer en plus court toute cette histoire, je repris. Je venais d'avoir 25 ans et occupais un modeste emploi de comptable dans une petite société de peinture. Mon oncle de passage à Paris, et que je n'avais pas revu depuis 10 ans, m'invita à passer le voir dans son château des Yvelines. Il possède un château? Oui, avec 25 hectares de parc autour. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il a entreprise de vente de vins fins et spiritueux. Elle marche bien? Au vu de ce qu'il possède, château, appartement à Paris, dans le Marais, yacht basé à Saint-Tropez, sans compter quelques voitures de maître, ça a tout l'air. Et pourquoi voulait-il te voir? Vous proposez de travailler avec lui. Ça partait de mon sentiment, me dit le petit prince. Oui, incontestablement, mais malheureusement, je n'ai pas accepté sa proposition. Et pourquoi? En réponse, j'entrepris de narrer l'histoire de ma collaboration avortée avec mon oncle. Le secret de ma réussite, me déclara d'entrée mon oncle, réside dans l'important fichier de clients que je me suis patiemment constitué en 30 années de travail acharné, car j'ai toujours travaillé seul, plus ou moins secondé par ta tante. Mais depuis qu'elle s'est passionnée pour la brocante, elle est beaucoup moins disponible. Et comme je vais sur mes 60 ans,
Je commence à en avoir plein les bottes des visites à domicile. C'est pourquoi je recherche une personne de confiance et entreprenante pour me seconder. Une personne à laquelle je puisse avoir une confiance absolue. Et alors, je me suis souvenu de toi. Il faut que je démissionne? Même pas, car s'il n'est pas incompatible avec le métier que tu exerces. Comme le travail que je compte te confier sera de visiter les gens en mes lieux et places à leur domicile, et qu'ils ne sont chez eux qu'en fin de journée, le créneau horaire de tes interventions se situera entre 17 et 20 heures. Je te propose d'ailleurs de faire un essai. Comme les métiers de comptable ne me plaisaient qu'assez modérément, qu'il était de surcroît pas très bien payé, j'ai accepté sa proposition. C'est ainsi que j'ai commencé à l'accompagner de 17 heures à 20 heures lors des visites qu'il rendait quotidiennement à ses clients. Ça n'a pas marché, ça, que le petit prince? Arrête de m'interrompre toutes les 5 minutes. Laisse-moi aller au cours de finir mes phrases. Arrête d'intervenir tout le temps comme un gosse impatient. Alors serre-moi SVP, la version courte. Je repris mon récit. Chez les VRP, il y a sans doute beaucoup de gens qui font ce métier honnêtement et qui, de ce fait, gagnent un honnête salaire. Mais que dire des gens de la trempe de mon oncle? Empereur de la brosse à reluire et vampire du porte-à-porte, ils se bâtissent une vraie fortune par l'exploitation d'un fonds de clientèle très spécial. Genre petits vieux aux petites vieilles, esselés, handicapés, simples d'esprit. On lui ouvre par curiosité pour tromper l'ennui d'une journée de grisaille, où il ne se passe rien, où l'on ne reçoit rien, où personne ne vient. Il vous complimente sur la tenue de votre intérieur, votre robe de chambre, votre bonne mine, l'intelligence de votre regard, le soyeux du poil de votre chat, etc. Il engage gentiment la conversation. Il écoute avec patience et sympathie votre long monologue d'aigreur et compatit à vos misères. Encore 10 minutes et vous le mettez dans la confidence de vos secrets familiaux. Encore 5 minutes et vous croyez découvrir l'ami le plus sincère que la vie ait pu vous donner. Vous commencez presque à l'aimer. Mais croyez-vous qu'il est sensible à votre détresse? Mais croyez bien qu'il est sensible à votre détresse. D'ailleurs, il va revenir. Il va revenir dans quelques jours pour vous livrer l'importante commande que vous allez lui passer maintenant. D'ailleurs, les vins qu'il veut vous vendre, il a pris le soin de vous les faire abondamment goûter, sans engagement bien sûr. Je vous prendrai bien une douzaine de bouteilles, réparties par 3 de ceux-ci, 3 autres de ceux-là, proposa la petite vieille. Madame, nous ne sommes pas des épiciers. Nous livrons par camion et la commande minimale est de 72 bouteilles par étiquette. On ne peut pas déplacer un camion pour moins. Mais monsieur, c'est beaucoup trop. Pour vous, je vais faire une exception, une caisse. On va panacher les 72 bouteilles par lot de 12 pour avoir 6 étiquettes différentes. Mais surtout, ne dites pas à mon patron, on n'a pas le droit de le faire. Mais ça va me faire d'aller combien? Vraiment pas cher, 1000 euros. Mais ma retraite n'est que de 1500 euros par mois. Je vous mets 3 bouteilles gratuites en plus, mais je n'arriverai jamais à payer. Le représentant alors, mon oncle en l'espèce, fait alors des conditions de paiement en 3 ou 4 chèques, et fait remplir les chèques sans date et les emporte. Ils seront bien l'encaissement passé le délai de rétractation de 7 jours. Et pour parachever le tout, le représentant, c'est-à-dire mon oncle, se trompe. Au lieu de donner à son client l'exemplaire de sa liasse qui lui est destinée, entre parenthèses, l'exemplaire qui contient la formule légale de rétractation qui permet au client mécontent de pouvoir annuler la commande, il lui donne l'exemplaire comptable dépourvu de cette formule. Par erreur, tout le monde peut se tromper. Et puis, il y a toujours, comme ils disent, la perle.
En l'espèce, mon oncle me déclara la perle. Je vais systématiquement voir tous les 3 mois Madame Isabelle, une petite vieille de 77 ans, que sa famille délaisse. Elle m'appelle pour que je la conduise toucher sa pension à la poste. En effet, le quartier n'est pas très sûr, et elle a peur d'être suivie et agressée. Puis, nous bavardons un bon moment, tout en buvant un excellent thé et en mangeant des gâteaux qu'elle a spécialement confectionnés à mon intention. Je lui demande innocemment des nouvelles de ses enfants dont elle n'entend plus parler naturellement depuis le jour où, étant gênée après le décès de son mari, elle a vendu son petit pavillon en viager. Elle me demande des nouvelles de ma famille, où j'invente régulièrement un malheur. Le trimestre dernier, c'était ma femme qui venait de subir une grave intervention. Ce trimestre, ce sera ma fille qui se compromet avec une personne plus âgée que moi. Plus c'est gros, plus ça passe. Puis arrivera le moment de la commande. Traditionnellement, elle se doit correspondre à un mois entier de sa pension, soit dans les 2500. Soit dans les 1500 euros. Quelquefois plus, jamais moins. C'est que je ne sais pas quoi vous prendre, mon bon monsieur, voyez vous-même. J'ai déjà tous vos vins. Et de me montrer son entrée entièrement tapissée jusqu'au plafond de mes cartons. Et je ne sais plus où les mettre. Nous avons alors pointé ensemble les étiquettes et j'ai découvert 3 de mes références qu'elle n'avait effectivement pas. Je les ai couchées sur mon bon de livraison. « Mais où les mettrai-je » protesta-t-elle. « Mes cartons sont très solides, répondis-je. Vous pourrez, avec une couverture dessus, faire comme un banc à votre entrée, où d'ailleurs il n'y a rien pour s'asseoir. » Il me racontait cela, visiblement ravi de m'exposer son savoir-faire. Puis, devant mon air dubitatif, « Oui, je sais, » rajouta mon oncle. « Ce qui est embêtant avec les petits vieux, c'est qu'il ne faut surtout pas s'endormir sur ces lauriers. Un jour ou l'autre, ils deviennent impotents et partent en maison de repos. Pire même, décèdent. Dans tous les cas, ce sont des clients perdus. Il faut avoir le réflexe de leur demander les coordonnées de leurs amis et parents, même plus jeunes qu'eux. On fait de bonnes affaires avec les retraités qui s'ennuient et quand, aux actifs en fin de carrière, on les garde sous le coude pour plus tard, quand ils prendront leur retraite. Puis, devant mon air décidément de plus en plus dubitatif, « Et puis que veux-tu si tu ne fais pas cette vente? C'est ton concurrent qui la fera. » asséna mon oncle. « Il faut que tu gardes bien présent à l'esprit que nous sommes des marchands. Ce que nous faisons, c'est du commerce. Et le commerce est défini par le code du même nom comme l'achat pour revendre. C'est notre manière à nous de gagner notre vie. En vendant plus cher que je n'achète, je ne vole pas le client ou ma cliente. J'exerce tout simplement mon métier. Et mon métier est de vendre le plus possible, le plus cher possible. »« Pour gagner le plus d'argent possible, » répondis-je. « Bien entendu. Mais manifestement, cette dame n'achète pas tes vins pour les boire. Peu importe, de toute manière, qu'est-ce qu'elle en ferait de son fric? Elle n'a plus d'amis, ses enfants la laissent lamentablement tomber, et elle ne sort jamais de chez elle. Son fric est beaucoup mieux dans ma poche que dans celle d'un loupard ou d'un vulgaire escroc. Tu n'as pas le sentiment de te comporter comme un vulgaire escroc, objectai-je? Tout de suite, les grands mots. Non, je suis un commerçant qui paye ses charges et ses impôts, qui a pignon sur rue, et livre scrupuleusement et dans les délais ce qu'on lui commande. Et de plus, je gère très bien mon affaire et sais sélectionner les secteurs porteurs, exactement comme le font les courtiers en matériel d'armement. Pour eux, par exemple, ce sont les pays en guerre ou en révolution, car il n'y a rien dans ces pays, car il y a dans ces pays des gens prêts à payer n'importe quel prix pour se procurer des armes. De même, il y a chez nous des gens qui crèvent tellement de solitude qu'ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour la compagnie d'un de leurs semblables, même si c'est un marchand de vin.
Moi, j'ai le nez pour les découvrir, et c'est pour cela que je puis faire ta fortune. À toi d'en profiter, car si tu prends ma suite et acceptes de travailler selon mes méthodes, tu pourrais te faire dans les 100 000 à 110 000 euros de salaire annuel tout en ne travaillant que 6 heures par jour. Et en matière de conclusion de mon oncle, c'est que vois-tu, nous avons aussi notre utilité, car on en sauve beaucoup de ces petits vieux, de la déprime, du suicide ou même de l'infarctus. Et un sourire quelque peu cynique aux lèvres, car avec ce qu'on leur laisse après notre passage, ils n'ont plus les moyens de se faire beaucoup de cholestérol. Et le plus beau, c'est que certains me reprochent de n'être pas repassé les voir plus tôt. Après un moment de silence gêné, le petit prince observa. C'était tout de même très généreux de sa part. Eh bien, je n'ai pas eu l'estomac d'accepter. Vois-tu. Tu le regrettes? Immédiatement, non, bien entendu, répondis-je, tellement persuadé que j'étais que personnage se livrant à de telles pratiques ne pouvait que mal finir. C'est-à-dire? Arrêté par la police ou trucidé par le parent d'une vieille qui l'aurait complètement dépouillé. Et il était hors de question que je devienne son complice. Mais, reprit le petit prince, insistant, mais maintenant, je dois convenir, depuis qu'il a cédé son affaire de vin et spiritueux pour acheter les 30 licences de restaurant McDonald's que je gère pour son compte, que je me suis bien trompé. Mais pour cela, tu touches quand même un salaire correct, observa le petit prince. Je ne suis pas à plaindre, mais j'arrache tout de même, en pensant que si j'avais accepté sa proposition, la moitié des McDo serait à moi. Il te proposait 50% de son affaire? Oui, mais à la condition que je prenne la gestion intégrale de l'affaire avec tous les risques, entre parenthèses, c'est-à-dire assumer en mon nom propre toutes les fraudes dont il se rendait coupable, tous les jours, de se rendre coupable tous les jours, de manière à ce qu'il ne puisse jamais être poursuivi. Fermez la parenthèse. Mais je ne suis pas senti l'estomac de procéder comme lui. Et surtout, sur ce point-là, c'était à prendre ou à laisser. Il fallait absolument que je prenne la responsabilité de tout ce qui était fait illégalement pour qu'il soit tranquille et ne puisse jamais être poursuivi. C'était la compensation de la moitié des restaurants qu'il m'aurait donné. Mais maintenant, a posteriori, je dois me faire une raison. Il est sorti de 30 ans de vente frauduleuse et d'abus de faiblesse à la moindre condamnation pénale et un casier judiciaire vierge. J'aurais dû comprendre le message qu'il voulait me faire passer sous forme de conte quand j'avais 9 ans, à savoir qu'il est facile à celui qui est dépourvu de scrupules de transformer sa vie réelle en conte de fées. Car devenir riche est le meilleur moyen d'assurer son impunité. En faisant de vous ce que l'on appelle un VIP, Very Important Person, c'est en pensant à cela que je me félicitais du caractère de mon fils. Lui aurait ri et félicité mon oncle pour sa clairvoyance et n'aurait pas laissé filer une pareille occasion. Et il aurait eu surtout l'estomac qui t'a manqué pour continuer à arnaquer les petits vieux et les petites vieilles. Et il aurait eu raison. Si tant mieux pour lui alors. Je ne vois pas où il peut y avoir un problème. Et il semble en effet que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes, conclut le petit prince. Mais malgré ses 9 ans, il a tiré... Mais, petit prince, malgré ses 9 ans, mon enfant a tiré dernièrement le couteau contre moi. Ah bon? Fit le petit prince quelque peu ironique. C'est arrivé comment? Ça remonte à 2 mois. J'ai reçu un coup de fil personnel au bureau. Au bout de la ligne, une voix inconnue.